everyone. We're going to get Alors, started in bonjour à just a few tous. minutes. La séance va You commencer should be en able to see quelques the instants. QR code on the Vous devriez screen. voir So le if you code do have QR an à l'écran. iPhone or Alors, si another vous avez un device handy, téléphone feel ou un free to autre scan the appareil QR code to be à la able to portée de la watch main, this vous pouvez recent film testimonial vous videos. pouvez We'll get balayer le started code QR shortly avec at votre 1 p.m. téléphone Eastern Time. et la séance commencera à 13 heures, heure normale de l'Est. Okay, so it's now 1 p.m. So to Alors, be il est mindful 13 heures. of everyone's time, we will get Bon, started. le temps est So important. Alors, welcome commençons. everyone. Alors, bienvenue à My tous name et is toutes. Je Vicky m'appelle Brisson. Vicky I'm the Brisson. National Knowledge Je Mobilization suis Manager at la gestionnaire de Lactanet, mobilisation des and I'll be your connaissances host à for today's Lactanet et je webinar. serai Bienvenue tout le l'animatrice monde. aujourd'hui. Je m'appelle Vicky Brisson. So, Je suis la gestionnaire nationale de la mobilisation des connaissances chez Lactanet et je serai votre hôte pour ce webinaire. Before we start, avant please de note commencer, that this webinar sachez que features ce participants in webinaire both official languages. offre une participation dans les deux Please follow langues. the Alors, suivez instructions les on the directives screen to make à sure that you're l'écran set up pour to vous listen assurer que exclusively vous in your preferred écoutiez dans la language. langue de votre choix. To hear the audio in the Pour language of entendre your l'audio dans la choice, langue de votre at choix, the bottom of your screen, au bas you de votre should see écran, vous several devriez webinar voir controls. différents You'll contrôles want to du click webinaire. Interpretation on the Cliquez à right-hand Interprétation side. à If droite. you can't see it, you may have to Si click vous ne on voyez More pas and cela, then cliquez sur Plus et Interpretation. ensuite Click Interprétation. the language that you would like Cliquez to la hear. langue de votre choix. You can also just choose Vous to pouvez aussi stay choisir online, d'écouter online if you are bilingual. To hear the le interpreted parquet si vous êtes language bilingue. only, Si vous voulez you entendre will want l'interprète to seulement, click Mute vous voulez Original cliquer Audio. Donc, je vais en aussi sourdine partager l'audio en français. original. Avant qu'on commence, veuillez noter que ce webinaire inclut des participants dans les deux langues officielles. Merci de suivre les instructions à l'écran pour vous assurer que vous écoutez uniquement la langue de votre choix. Pour écouter l'audio dans la langue de votre choix, plusieurs commandes de webinaire sont affichées au bas de l'écran. Cliquez sur Interprétation sur le côté droit. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur Plus, puis sur Interprétation. Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Et pour n'entendre que la langue interprétée, vous allez vouloir cliquer sur Mute ou sourdine de l'audio original. In English, if you're still having trouble En anglais, setting up vous avez toujours des simultaneous difficultés translation, pour obtenir l'interprétation please simultanée. send messages to my team Envoyez un members, message à mon Juno or équipe, Danik. Juno ou Send them a Danick. message in the Envoyez chat section so that they can un assist you. message dans le clavardoir, ils vous Si vous aideront. rencontrez toujours des difficultés pour configurer la traduction simultanée, veuillez envoyer un message à Mo ou à Danick en utilisant la fonction de clavardage pour qu'ils puissent vous aider. We also have two screens Nous avons today that aussi are deux écrans aujourd'hui que nous one in partageons. French Un en and one in français, English. l'autre en anglais. Please view the instructions Alors, on the regardez les screen to make sure directives à that you're set l'écran up pour vous to view the assurer que correct vous puissiez presentation voir for the language of your l'exposé choice. dans la langue de votre choix. Thanks for joining us today Alors, for merci this d'être là Canadian aujourd'hui Dairy Hub pour webinar ce so that we can webinaire learn, canadien pour act, qu'on puisse and apprendre, improve agir et together for the améliorer le tout future of ensemble our pour industry. l'avenir de notre industrie. On a également deux écrans partagés, un en français et un en anglais. Veuillez voir les instructions à l'écran pour vous assurer que vous regardez la bonne présentation dans la langue de votre choix. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire du Pôle laitier canadien pour qu'on puisse apprendre, agir et améliorer ensemble pour le futur de notre industrie. So now that you should all Maintenant, be vous set up devriez to tous listen, être établis pour I bien have some entendre. other housekeeping J'ai items to aussi share d'autres with points you. administratifs à partager avec vous. In today's webinar, Dans le only webinaire the d'aujourd'hui, panelists and seulement les myself will have panélistes et their cameras moi-même and microphones auront turned on. allumé leur But caméra we'd et love to micro. hear Par from contre, on you aimerait throughout this savoir ce que webinar. vous en pensiez Please use de the tout ça chat pendant le function webinaire. at the Utilisez la bottom fonction of your clavardoir Zoom au bas de menu votre écran to exchange with other pour participants and communiquer ask avec d'autres questions throughout participants, the webinar. participantes et poser des questions tout au cours Today's du webinaire. webinar Le is webinaire, le being webinaire recorded aujourd'hui and est shared enregistré and will be et shared sera with you in partagé the coming avec vous days. tous dans les jours à venir. However, we do encourage you to Par stay contre, on for vous the whole encourage de rester webinar so pour that tout you le can ask webinaire all of pour your que vous puissiez questions poser directly toutes vos to our questions panelists. directement à nos panélistes. En français. En parlant de nos invités, voici, on va les présenter dans les prochaines minutes. Mais d'abord, je veux faire un petit survol avec vous de ce qui vous attend dans la prochaine heure avec nous. Nos trois panélistes auront d'abord la chance de se présenter. Ceux-ci sont Trevor DeVries, chercheur à l'Université de Guelph, Audrey Villeneuve de la ferme 3V en Ontario et Tyler Howard de Howard Vale Holsteins à l'île du Prince-Édouard.
Nos deux producteurs invités partageront des défis et des réussites qui sont liés à la gestion de la période de tarissement dans leurs fermes respectives. Ensuite, le chercheur Trevor DeVries discutera également des défis qui sont couramment encourus pendant cette période et il va nous proposer des solutions possibles selon les meilleures pratiques recommandées et des résultats d'études. Finalement, on prendra le temps de répondre à vos questions. N'hésitez pas de les écrire dans le clavardage tout au long du webinaire. Si on était en personne, on se présenterait en prenant un café. Comme je ne peux pas voir tous les participantes du webinaire d'aujourd'hui, je vous invite à partager avec nous dans le clavardage quelques informations à votre sujet. Qui vous êtes, votre nom, votre rôle dans l'industrie et l'endroit d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi nous. Le pôle laitier canadien, c'est le cadre dans lequel on se rencontre aujourd'hui. Et c'est un projet qui est financé par les producteurs laitiers du Canada et qui est géré par l'Artanet. Ce projet vise à fournir des informations et des solutions pratiques et scientifiques à vous, nos producteurs laitiers, ainsi qu'à vos conseillers, pour soutenir la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion dans le domaine du bien-être, de la santé, de la reproduction des troupeaux laitiers et de la durabilité. I'm now going to switch to English. I now invite our panelists. Alors, j'invite nos panélistes maintenant de se présenter, commençant avec le docteur Trevor DeVries. Alors, bonjour. Comme Vicky l'a mentionné, je m'appelle Trevor DeVries, professeur à l'Université de Guelph. Et dans ce rôle, surtout, je travaille en recherche, je fais de la recherche, l'enseignement et aussi avec nos activités de recherche. Mon programme est surtout axé sur la gestion des troupeaux laitiers, leur gestion, leur mieux-être, trouver des occasions non seulement pour améliorer la santé, la production et le mieux-être des vaches laitières, mais aussi de le faire de telle sorte que ceci fera la promotion du succès pour les producteurs laitiers aussi. Alors, j'attends avec anticipation participer à ce webinaire aujourd'hui et des discussions que nous aurons après. Alors, merci beaucoup, Trevor. Maintenant, je vais demander à Trevor d'allumer sa caméra et activer son micro pour qu'il nous dise un peu qui il est. Bonjour, je m'appelle Tyler Howard. Je travaille avec mon frère et ma mère à l'île du Prince-Édouard. Nous avons pris la ferme en 2002. On avait 40 kg au début. Maintenant, nous avons plus de 280 vaches. On cible la santé des vaches et que qu'elles soient durables pour les générations à venir. On a eu divers programmes composant avec les vaches taries. Nous avons bien des gens qui nous aident et on attend avec anticipation partager tout ça avec vous. Merci beaucoup, Trevor, d'être des nôtres aujourd'hui de l'île du Prince-Édouard. Maintenant, en français, je demanderai à Audrey Villeneuve d'allumer sa caméra puis de se présenter. Bonjour, Audrey Villeneuve, la ferme 3V Farm à Sainte-Eugène, en Ontario. Dans le fond, nous, on a commencé en 99 en Ontario. On avait 200 vaches en lait, autour de 230 kilos de quota. Puis, dans le fond, nous, on était en salle de traite depuis 99. Puis, nouvellement changé en robotique. Puis, en ce moment, on a 223 kilos de quota, puis des grandes cultures. Je suis maintenant propriétaire avec mon frère Carl Villeneuve et ma mère sur l'entreprise. Depuis que c'est moi qui gère le troupeau laitier depuis que j'ai 21 ans. Puis voilà, fait que ça 3 propriétaires présentement. Merci beaucoup, Audrey. Donc, on va continuer un petit peu en français.
Avant de repasser la parole à Tyler et à Audrey pour qu'ils nous expliquent un petit peu plus comment ils gèrent leur vache tari, je demanderai à Danick de commencer le premier questionnaire qu'on a pour vous. Donc, je vous invite à répondre à ces questions rapides. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure idée de ce qui vous intéresse concernant cette période-là qui est si importante pour vos troupeaux. Donc, on a trois questions qu'on vous demande de répondre. La première, c'est quel est le défi principal dans votre ferme durant la période de tarissement? On vous demande aussi, pour vous, comment vous définiriez la gestion des vaches taries ou comment vous le voyez? Puis finalement, ben, comment est-ce que vous apprenez euh, de nouvelles pratiques, de nouvelles informations sur la gestion des vaches taries? On vous demande ces questions-là parce que c'est important pour nous de savoir par qui vous préférez entendre parler de sujets pour qu'on continue de bien les inclure dans nos prochaines étapes du projet, mais aussi pour que vous ayez toujours accès aux informations et aux outils dont vous avez besoin aux endroits où vous allez déjà. C'est aussi important pour nous de savoir vos plus gros défis concernant la période de tarissement pour s'assurer que Trevor ait des informations pertinentes concernant nos participants pour qu'ils puissent considérer ça aussi quand ils partagent certaines recommandations avec vous. Puis nos producteurs aussi vont vous partager des défis ou peut-être des solutions ou des idées qui peuvent vous inspirer de par ces informations-là. Alors, je vois qu'on a quand même quelques participants qui ont répondu. Je vais vous donner un petit peu plus de moments. Donc, encore une fois, quand vous répondez à la question, on vous invite à continuer à y répondre. Je vois encore qu'on a des gens qui n'ont pas répondu à toutes les questions. Donc, oui, il y a quelqu'un One of ici. our co-hosts keeps ending the polls, and that Oh, stops everyone from le answering. co-animateur excellent. ferme le sondage, c'est pour ça qu'on a un petit problème. D'accord. Assurons-nous que tout le monde ait la chance de répondre au sondage. Alors, le sondage sera disponible dans les minutes à venir alors qu'on va commencer nos délibérations pour s'assurer que tout le monde ait la chance d'y répondre à ces questions. Et lorsqu'on recevra plus de réponses, on mettra fin au sondage. Encore une fois, vous probablement le déplacer sur le côté si ça vous va. Êtes-vous en mesure de le déplacer? Ouais, c'est arrivé de nouveau. Ah. Alors, je lance de nouveau le sondage. Alors, n'appuyez pas sur mettre fin au sondage. Merci. Alors, voilà, nous allons continuer. On essaiera avec le deuxième sondage. Alors, pour commencer, je vais poser quelques questions à Tyler. On commence donc la conversation du jour avec vous, Tyler. Je vois que votre caméra s'est éteinte. Donc, peut-être un petit problème technique. Je vais m'assurer que vous puissiez rallumer votre caméra pour qu'on puisse avoir de bonnes délibérations avec vous. Tyler, vous m'entendez? Vous pouvez me voir? Non. La réponse, non. Dans ce cas-ci, eh bien, Tyler, nous allons vous donner un peu de temps pour vous ajuster, relever vos défis techniques. Alors, on va mettre votre micro en sourdine pour l'instant. Audrey, nous allons commencer avec vous. En français. Audrey, merci d'être flexible et d'être prête à répondre à mes questions. Donc, si tu pouvais juste rallumer ta caméra, ça va nous faire plaisir de commencer la discussion avec toi finalement aujourd'hui, pendant qu'on réussit à avoir Tyler ici avec nous. Donc, Audrey, est-ce que tu pourrais m'expliquer, juste avant de commencer, Danick, est-ce que tu pourrais juste mettre Tyler sur sourdine juste pour l'instant? Super. Donc, Audrey, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu gères tes vaches taries en général? Présentement, nous, dans les vaches taries, on a deux groupes. Donc, une fois que la vache est tarie, elle se trouve à être dans un groupe, un tari qu'on appelle far off en anglais. Puis après ça, nous, à partir de 3 semaines avant le vêlage, ils sont mis dans des parcs de préparation au vêlage, qui est le deuxième groupe. Donc, nous, il y a comme deux rations pour les vaches taries. La première ration qui est pour far off, puis une autre ration qui est pour close-up. Dans le fond, nous, présentement, les vaches taries, ils sont logés en logette.
sur RIP ou sur paille présentement dans les logettes. Puis 3 semaines avant le vélage, quand ils sont prêtes dans le fond à être transférés, on les met sur bedpack qui est sur la paille l'hiver. Puis l'été, on essaie d'être plus sur du peat moss, que pour nous, ça fonctionnait bien. Du peat moss, c'est de la mousse de tourbe, en fait. Puis, dans le fond, c'est pas mal la façon dont on gère les vaches taries dans les regroupements. Super. Puis, mais ça, c'est un nouveau système quand même chez vous, là. Je pense que vous avez effectué beaucoup de changements au cours des dernières années. Vous avez fait des rénovations. Est-ce que tu voudrais nous partager justement, c'est quoi un défi auquel tu as fait face dans cette gestion-là de vache tarie? Oui, ben, dans le fond, on a eu plusieurs au courant des années. Dans le fond, en premier lieu, il y a plus de 10 ans, on avait un groupe de vaches taries dont, en fait, on les tarie puis ils restent là jusqu'à ce qu'ils veillent. C'était en groupe. Puis après ça, par la suite, on avait séparé justement pour avoir un peu comme on fonctionne présentement. Puis on avait les far off puis les close-up. Des défis auxquels on a eu, en fait, quand que le défi majeur, quand tu as un one group, qui est un groupe de vaches taries, c'est surtout d'avoir une relation bien balancée qui va te permettre d'avoir un bon départ en lait, qui est souvent un petit peu plus dispendieux, je dirais, parce que faut que ta vache en préparation vélage qui va véler soit nourrie en fonction de un départ de lait, en fait. Puis là, en fait, c'est que si tu nourris cette vache-là, comme nous, en fait, on fait ça pour les 3 semaines avant le vélage, mais avant cette période-là, on réussit à quand même avoir une ration qui nous coûte, qui est très économique parce que on n'a pas justement à avoir une ration préparation vélage tout le long du tarissement. Euh, mais ça nous est arrivé d'avoir un one group. Puis je dirais la raison majeure d'avoir changé, c'est justement plus côté économique. Par la suite, on a aussi eu un dôme froid extérieur, un peu comme dans les photos qui sont présentées, là. C'est quelque chose qu'on avait fait nous-mêmes avec un dôme qui était fait pour les machineries. Puis là, on a comme rénové, puis on a changé ça. Présentement, vous allez voir, c'est des torts, là. Ça a un peu été changé pour un bâtiment à tort, mais c'était là où il était logé avant. Euh, Dans le fond, les problèmes majeurs dans ce bâtiment-là, c'était la densité d'animaux. C'était toujours overcrowd, il y avait toujours trop d'animaux, que ce soit dans le tarissement ou que ce soit en préparation vélage. On était toujours très serré dans les quantités d'animaux. Puis, dans le fond aussi, ce qui était un peu plus majeur l'hiver, c'est s'il n'y avait pas assez de surveillance, ben on perdait des veaux. Euh, Parce que le froid, en fait, là. Puis sinon, on avait beaucoup moins de surveillance que présentement. Fait que on avait plus de problématiques, je dirais, au niveau de la détection des animaux malades ou même juste en général quand la vache vêlait, on avait moins de surveillance. Fait que donc ça apporte un peu plus de défis. Euh, Puis là, maintenant, aujourd'hui, on a ce qui était sur les photos en premier, qui est sur Bedpack à l'intérieur, dans un arrière-robot sur paille. Donc, maintenant, c'est notre installation présentement. Super. Puis justement, vous avez fait des changements, puis tu as mis en place un programme de tarissement qui est quand même assez rigoureux, puis que tu utilises encore. Est-ce que tu pourrais nous dire justement à quel moment est-ce que tu taris tes vaches, puis
qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a mené à procéder de cette façon-là? Juste avant que tu répondes aussi, là, je vois une question dans le chat juste pour s'assurer que tout le monde a accès à la traduction simultanée. So, if you are anglophone, you should be able to click Alors, on si the vous êtes three anglophone, vous little êtes en buttons mesure de for cliquer sur les trois to petits hear points et Audrey's interprétation answers pour directly entendre in les réponses English. Donc, d'Audrey merci. en anglais. Juste une petite pause pour s'assurer que tout le monde peut bien entendre ce que tu as à partager avec nous. Donc, maintenant, c'est ça. Comment tu taries tes vaches, puis pourquoi est-ce que tu procèdes de cette façon-là? Dans le fond, nous, on, présentement, on tarie les vaches les premières lactations à 60 jours. Sinon, tout ce qui est deuxième veau et plus, on tarie à 45 jours. La raison pourquoi, je dirais qu'on a fait des essais dans le passé. On a déjà fait des tarissements courts de 35 jours, on a déjà fait des tarissements longs. Moi, je trouvais que de cette façon-là, c'est vraiment un entre-deux qui permet d'avoir un peu plus de lait. Donc, vu qu'on tarie à 45 jours, ça nous donne 2 semaines de plus de lait. C'est sûr que quand t'as trop de lait, ben c'est peut-être pas l'idéal. Euh, mais dans une situation où tu as besoin de lait, ça peut être très intéressant de justement écourter le temps de tarissement pour avoir un petit peu plus de lait euh, pendant ces jours-là. Mais sinon, euh, par le passé, on a déjà fait des tarissements courts. J'ai pas eu des bons résultats avec ça, moi, personnellement. Euh, je dirais plutôt que c'est que tous les vaches qui veillent un petit peu à l'avance, ben ça leur donne des très courtes périodes de repos, puis ça l'affectait directement la lactation prochaine. On avait des productions plus basses, on avait plus de problèmes, des problématiques après le vêlage. Donc, pour nous, de cette façon-là, ça fonctionne très bien. Les premières lactations, ça m'est déjà arrivé de pas les tarir, mettons, à 60 jours. Puis il y a une très grosse impact sur la quantité de lait, la lactation en deuxième veau. Pour nous, ça a été vraiment majeur. On a vu des différences de deuxième lactation qui passent de 10 000 à 12 000 kilos de lait dans leur lactation, juste avec un tarissement un peu plus long. Donc, C'est super. Ben, puis je pense que tes pratiques sont le parfait exemple de justement l'importance d'avoir une période de tarissement qui permet aux vaches de bien récupérer, puis ça démontre l'impact que ça peut avoir sur la prochaine euh, lactation, dans le fond. Donc là, on va passer à Trevor. So I'm going to switch to English now and go to Passons à Trevor to l'anglais ask maintenant. a few Trevor, je vais vous follow-up poser questions quelques on questions de that. suivi à ce So sujet. Trevor, first of Alors, all, Trevor, d'abord et avant tout, Audrey Audrey, shared vous about savez, their lorsqu'elle partageait situation, au sujet de sa shared about how they found situation, a themselves parlé in an comment ils se sont overstock retrouvés dans une situation. situation où ils avaient trop And when you de can't lait. Et change that quand immediately, vous what are avez, some of on peut the changer ça immédiatement, quelles sont considerations, certaines practices that considérations people et can pratiques focus on que les to gens peuvent reduce the utiliser impact pour that that réduire has l'impact que on ceci cow a behavior, sur le comfort, comportement de and la vache, le performance? confort et le And rendement de la while vache? you're on that Et topic, what may be other puisqu'on en parle de sources ça, of stress quelle in autre that source de period? stresseurs And how can you existe-t-il dans cette monitor those période et stressors and comment then talk peut-on about surveiller ces how stresseurs can you et reduce that? So comment I know it's a peut-on réduire le stress? multi-question. Je sais que c'est beaucoup de Let's go questions. back to if Alors, you're finding yourself in an overstock condition, si vous vous what retrouvez can dans you une do to situation manage de it? surstock, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça? Yeah, and can you hear me and see Oui, me vous clearly? m'entendez, vous me voyez? We're all Désolé. good. Ah, ça va, d'accord. Okay, perfect. D'accord, Well, parfait. yeah, I Alors, guess that is a loaded oui, question. I'll try c'est my toute une best question. Je to vais faire de mon answer mieux that pour y very répondre succinctly. alors de façon The assez question succincte. around La question crowding au is sujet a de trop de challenging one, vaches dans un and établissement, ça, c'est un the défi. challenge with Le défi stocking density, de particularly with densité transition d'entreposage, cows, surtout coastal avec cows, fresh cows des particularly, vaches de transition, is des vaches the fact that fraîches, it's a c'est le fait stressor on que, cows, ouais, and c'est un stresseur sur les that vaches. stressor not only Et has ce a stresseur, non physiological seulement a impact on the un impact cows in terms physiologique of sur la vache en termes, um, the eh bien, stress des itself stress en causing tant que tels potential qui changes leading potentiellement to peuvent causer des changes changements, menant associated des with changements associés the inflammation in the cows, à in terms of their l'information de la vache ecological sur status and their
leur état étiologique et comment ils peuvent lutter contre des infections. Et en même temps aussi, ceci a des effets sur le comportement aussi. Alors, on voit des vaches qui sont stressées dans des situations et les vaches n'ont pas le temps à dévouer à leurs activités qu'elles doivent faire, comme par exemple consommer assez d'aliments. Ça peut être un vrai défi pour des vaches taries, surtout de très près, ces vaches-là sont à risque de réduire leur consommation. Matière sèche, ça peut avoir un effet sur l'équilibre énergétique dans la vache et de faire une bonne transition lors du vêlage. Alors aussi, les vaches qui demeurent en santé sont très stables pendant la période sèche jusqu'à la période de tarissement, jusqu'au vêlage. Si on peut empêcher les stresseurs qui vont causer ces problèmes, ça va être très important. Et la densité aussi, nous savons que ceci a un impact réel, surtout sur ces vaches qui arrivent dans cette période jusqu'à la lactation. Alors, encore une fois, dans des situations où on a un défi avec plus de vaches qu'on ne l'espérait à un endroit, c'est à l'étroit, il faut trouver des façons de réduire certains des impacts négatifs. Reconnaissant que des choses comme même accès à l'alimentation, aux aliments, c'est important de s'assurer qu'il y ait des aliments disponibles 24 heures sur 24 à ces vaches. Et je dis ça parce que aussi, il y a bien des situations où on va dans une ferme et il y a peut-être, vous savez, il n'y a pas d'aliments disponibles. Et dans des situations comme ça, oui, la vache veut peut-être vouloir manger, même ça y va, il n'y a rien disponible à manger. Alors, ces situations, si on est dans une situation où ils sont à l'étroit, on doit vraiment prêter attention sur le fait pour s'assurer que quand la vache va manger, elle a bel et bien l'occasion de manger. Il faut qu'il y ait des aliments, il faut que ce soit disponible et aussi la qualité a un rôle important à jouer. Et certains de nos défis, parfois, c'est de maintenir une qualité d'aliments, encore s'assurer. C'est comme les vaches en lactation, on doit les nourrir. Les vaches taries doivent manger tous les jours. Le risque même de les alimenter une fois par jour, des vaches taries, vous savez, si c'est nourri juste une fois, la qualité peut baisser, même l'hiver et l'été. Alors, le défi, c'est s'assurer qu'on ait des aliments de qualité. Non seulement lorsqu'on offre des aliments, mais aussi, vous savez, lorsqu'elles sont dans l'enclos. Alors, on veut s'assurer qu'il y a une bonne stabilité. Ça revient du forage qu'on fait, mais aussi l'alimentation des vaches. Alors, ces éléments sont très importants. Et ensuite, lié à cela, c'est qu'on veut réduire, et je pense que ça faisait partie de la question, on veut réduire d'autres stresseurs, n'est-ce pas aussi? Alors, si ces vaches sont prêtes et sont susceptibles à des stresseurs, nous voulons nous assurer que d'autres stresseurs qui pourraient les influencer aussi sont réduits lorsqu'on pense à des choses comme, par exemple, le stress causé par la chaleur. Une vache qui a un stress à cause de la chaleur, et on sait qu'on a des périodes de chaleur. L'été, d'un océan à l'autre au Canada, il y a des vagues de chaleur. Cette situation-là aussi peut changer le comportement d'une vache et donc, il ne faut pas consommer assez de matière sèche. Et ceci, donc, peut s'aggraver lorsqu'on ajoute d'autres stresseurs sur le dos de ces animaux. C'est comme, vous savez, on fait pour nos vaches en lactation. Il faut s'assurer qu'on a une bonne phase, des stratégies pour réduire, par exemple, les vagues de chaleur pour ces vaches taries. Il faut penser à d'autres stresseurs aussi. Et on en a parlé un peu, je pense. André en a parlé aussi, en termes de s'assurer qu'on pense à savoir quand les vaches sont déplacées et à quelle fréquence on va les déplacer pour le velage. À chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on déplace des vaches, c'est un stresseur potentiel. Alors, il faut concevoir nos établissements pour réduire le stress sur ces vaches. C'est donc très important. Beaucoup de stresseurs, vous savez, auxquels il faut songer. Et parlant de stresseurs, je pense que même faire un webinaire en ligne, c'est un stress en tant que tel pour nous. Je suis sûr que Tyler a eu une période stressante pour l'instant, mais maintenant, on est ravis qu'il est de retour. Il est en ligne avec nous. Alors, Tyler,
Alors, si vous voulez activer votre micro, et on pourra continuer la conversation avec vous. Et merci de vous joindre à nous encore une fois. Oui, génial. Alors, encore une fois, pour enchérir, Audrey a partagé certains de ses défis dans sa situation sur sa ferme. Pouvez-vous partager avec nous, vous savez, davantage en ce qui a trait à vos vaches taries, comment vous gérez, par exemple, le tarissement des vaches sur votre ferme? Oui, bien sûr. Alors, nous avons deux groupes de tarissement, 25, comme vous voyez à l'écran, pour les vaches plus loin, et les autres sont plus près. On déplace les vaches une fois par semaine, et lorsqu'on a des vaches taries pour réduire le stress, on réduit, on les met dans le groupe éloigné de lundi à jeudi. Lorsqu'elles sont taries, le lundi, c'est là qu'on fait le changement. Il y a juste un changement de groupe par semaine et on a vu que passer le tarissement une fois par jour, c'était une bonne façon. Ça causait moins de stress sur la vache. Donc, tout ce que Trevor vient de dire en termes d'espace, oui, on trouve que la salle, c'est une bonne chose, mais il faut travailler avec les installations que nous avons. Et donc, on trouve qu'on est un petit peu au max en termes de nombre de vaches. Donc, pour gérer ça, il faut tout gérer adéquatement. Les fourrages où on veut les avoir, le programme de tarissement où on veut. On aimerait bien avoir plus de place pour les vaches, mais l'économie dicte autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 ou 3 programmes de tarissement. Il y a des choses qui fonctionnent bien. On a fait du Goldilocks pendant les premières 10 années. Je devrais vous dire que quand on a pris la ferme, on était jeunes, 14 et 16 ans, donc on apprend beaucoup. On voulait un groupe de vaches taries, un groupe de vaches non taries. On les nourrissait de la même façon, mais quand on a touché un certain niveau, il a fallu faire les choses différemment. Donc aujourd'hui, on les nourrit. On leur donne un ration et ensuite on redonne les selles. Les défis, c'est toujours de faire cette transition à 100% parce qu'on a c'est pas évident de gérer les vaches en enclos, donc il faut avoir une transition facile. Bon, d'accord. En parlant de ça, peut-être vous avez un stock plus élevé, donc tout le reste doit être à 100%, clairement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des données possibles que vous regardez? Est-ce qu'il y a des technologies que vous utilisez sur la ferme pour s'assurer que les vaches taries avancent bien? Comme ça, vous n'avez pas de problème au village? Oui, alors je vais devoir regarder les données, mais en fait, la meilleure chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis un système de chaleur qui nous donne la rumination et c'est comme ça qu'on reproduit les vaches maintenant. On n'a pas d'attente dans les salles de traite, c'est de base. La rumination, c'est la clé pour gérer les vaches. Donc, on va attraper les vaches avant de voir les signes physiques et ça nous permet également de changer les rations. Si on change les rations, on voit une baisse dans la rumination. À ce moment-là, on va aller voir ce qui se passe. Et donc, ça a été un gros avantage pour nous. D'accord, super, merci beaucoup. Et donc, merci de partager ceci, Tyler. Maintenant, on va passer à Trevor. On a d'autres questions pour Trevor, bien précisément par rapport au programme de tarissement. Alors, Trevor, quand on regarde les programmes de tarissement pour les vaches ou les régimes, qu'est-ce qu'on essaie de réaliser et quelles sont les stratégies différentes qu'on peut utiliser pour réaliser tout ceci si on reste au haut niveau sans plonger dans tous les détails? Parce que je suis sûre que toutes les fermes, tous les producteurs sur cet appel peuvent travailler avec des nutritionnistes. Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, il y en a peut-être plus que 2. On va dire ça comme ça. On va voir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Il y a quelques petites coupures, mais ça va. Bon, d'accord, d'accord. OK, donc, pour faire suite à ce que j'ai dit lors de ma réponse précédente, donc quand on a parlé de stress pour les vaches, un des plus grands défis qu'on a avec les vaches taries, c'est le maintien de la matière sèche. L'apport en matière sèche. Et ça, c'est pour toutes les vaches. Mais pour les vaches de près, la maintenance de matière sèche
Et je parlerai également de la consommation des eaux également. Ça, c'est important. Donc, juste un petit plug très rapidement. L'accès à l'eau, avoir de l'eau de bonne qualité et beaucoup d'eau et beaucoup d'endroits où les vaches peuvent aller chercher de l'eau, c'est très, très important pour les vaches taries, comme pour les vaches en lactation, mais surtout pour les vaches taries. L'eau fournit beaucoup, beaucoup de nutriments pour continuer à faire fonctionner le corps et pour aider à augmenter la consommation de la matière sèche. Donc, les vaches qui boivent plus veulent manger plus de matière sèche. Et l'inverse est vrai également. Et donc, donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus. L'apport des vaches également, comme j'ai dit, c'est très, très important de plusieurs points de vue. D'abord, du point de vue équilibre énergétique. On veut que la vache ait assez d'énergie. Donc, quand elle commence à manger pour la lactation, elle peut faire une bonne transition. Le rumen est plein et ça fonctionne bien. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on veut que la vache maintienne son apport. Donc, avant la lactation, parce que non seulement elle va pouvoir maintenir la consommation énergétique et de nutriments pour la vache, parce qu'elle commence son vélage. C'est bon également pour le veau qui se développe à l'intérieur et le mouvement en tant que tel. Donc, maintenir la taille du rumen, les muscles qui fonctionnent bien, les bactéries qui sont bien contrôlées dans le rumen, tout ça, en fait, il y aura un stress en soi lorsque la vache part du vélage à la lactation. Et donc, dans son régime, elle va manger plus, mais il y aura beaucoup plus de production d'acide. Elle doit être prête à absorber l'acide, encore une fois, pour ne pas tomber dans une situation où elle aura une acidose et générer l'énergie ou gérer l'énergie qui provient de tout ça. Et donc, pour toutes ces raisons, quand on a un bon apport chez les vaches, c'est très, très bien. En contrepartie, on veut que la vache fasse ça pendant la période de tarissement et même pendant la période de prêt, tout en rencontrant ses besoins sans trop consommer des nutriments jusqu'au point où elle va les gaspiller. Premièrement. Et deuxièmement, elle met plus d'énergie dans le gras corporel. On sait qu'un autre défi qu'on a avec les vaches taries, c'est d'avoir des vaches qui sont en vélage, mais qui n'ont pas un corps avec un pointage optimal. Les données vont nous dire que les vaches surconditionnées, puis c'était auparavant sur une échelle 1 à 5, bon, on avait des vaches qui étaient des 4 et des 5 qui étaient surconditionnées. Et maintenant, on est en train de dire que 3,5 et plus, c'est une vache qui est surconditionnée. Et le défi avec ces vaches, c'est que ces vaches, non seulement ont moins de consommation de matière sèche pendant le tarissement, mais ça traîne dans la lactation et ces vaches ont une pire transition. Elles ont tendance à avoir un équilibre négatif pour l'énergie. Elles perdent du poids et donc le poids perdu est plus élevé qu'une vache qui arrive en transition avec le vélage à une condition corporelle beaucoup plus optimale. Donc, encore là, ça peut être influencé par toutes sortes de facteurs, y compris comment on alimente les vaches dans cette période-là. Et donc, encore une fois, concevoir des régimes qui vont non seulement maximiser l'apport chez les vaches, mais contrôler également l'énergie que ces vaches consomment. Comme ça, elles ne sont pas surconditionnées. Et par la suite, il y a d'autres choses qu'il faut garder en tête spécifiquement. Donc, Tyler a déjà mentionné donc, la gestion de l'hypercalcémie et donc la fièvre laitière et une hypercalcémie sous-clinique. Et donc, c'est utile pour les animaux. Il faut avoir une stratégie, donc que ça soit par le biais d'une acidose métabolique ou à une autre sorte de régime où on utilise un produit liant, quelque chose comme ça, où on prend des approches plus traditionnelles, d'essayer de gérer ces régimes par les contenus minéraux, le calcium, le potassium, ces quantités dans ces régimes. Mais de toute façon, dans tous ces cas, il faut, encore une fois, laisser les vaches nous parler. Comment est-ce qu'elles répondent à tout ça? Et il faut être prêt à faire des ajustements dans
quand on surveille les vaches. Merci, c'était beaucoup d'informations. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde prend des notes. L'objectif de la conversation, c'est pas juste que je vous pose des questions, mais bon, j'aimerais passer ça à Tyler. Je pense que, à moins que vous aviez des questions pour Trevor à ce moment-ci. I'm still running a little behind here. Je suis toujours un petit peu en retard là. Bon, voulez-vous que je vous aide? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, la question de Tyler, parce qu'on s'est rencontrés avant aujourd'hui pour s'assurer que Tyler avait ses questions pour Trevor et que les questions étaient prêtes. Donc, la question que Tyler avait pour Trevor, c'est les considérations différentes qu'on doit garder en tête sont quoi lorsqu'on ajuste l'alimentation au-delà de la nutrition? Comment est-ce que les caractéristiques différentes, donc, de l'alimentation en tant que telle, a un impact sur la santé de la vache, le comportement de la vache et ainsi de suite. Donc, j'espère que ça va résumer votre question et qu'on va pouvoir trouver la réponse. Donc, je pense que le commentaire que vous aviez, c'est les rations sur papier, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'on donne à la vache et ni ce que la vache consomme. Donc, je pense que Trevor a beaucoup de choses à dire là-dessus. Trevor, très brièvement, est-ce que vous voulez donc un peu résumer ce que ça veut dire, tout ça? Tout à fait, tout à fait. Et encore là, bon, je vais tenter d'être bref. Mon énoncé ou ma réponse la plus brève, c'est qu'on sait que les vaches aiment la cohérence en termes de leur comportement, leur routine. On voit que quand on gère les vaches, quand il s'agit de traire les vaches, gérer les vaches, notre recherche et d'autres recherches nous dit que c'est les mêmes principes qui s'appliquent à l'alimentation des vaches, nourrir les vaches. Donc, le défi, et vous l'avez dit, c'est que oui, souvent, on parle du fait qu'il y a peut-être des régimes différents par vache. Peut-être que vous avez un régime sur papier, vous avez un régime qui est donné, et ensuite, il y a ce qui est véritablement consommé par les vaches. Et notre défi, c'est de faire en sorte que ces choses-là soient jumelées sur papier et en réalité. Évidemment, le régime nourri, on veut que ça soit consommé par la vache, et donc on veut limiter le tri des vaches, particulièrement en période de tarissement. Et les régimes, quand on parle de cohérence et d'apport, on regarde la taille des fourrages, des particules, surtout lorsqu'on applique d'autres programmes. Un programme liant, un programme DECAD, donc de ration anionique. Bon, ça, c'est des additifs qu'on ajoute en petite quantité par rapport au régime. Et on a besoin de faire en sorte que ça soit consommé à un certain niveau pour assurer son efficacité. On va s'assurer cette cohérence. Et encore là, si les vaches regardent le régime parce que peut-être qu'il y aura trop de matière sèche ou quelque chose comme ça, bon, on va se retrouver avec plus d'incohérence dans le régime. Et donc, on va avoir des résultats plus incohérents chez les vaches taries. Donc, ça, c'est un grand défi également. On voit également des différences quand les gens dévient trop de ce qu'ils sont censés consommer du côté ration et nutritionniste. Récemment, on a vu des données qui disent que lorsque les fermes dévient de leur valeur nutritive ciblée et leur régime, on voit plus de résultats de santé négatifs dans leurs vaches de transition. Et parfois, il y a des causes et effets évidents. Dans d'autres cas, c'est plus symptomatique. Donc, une ferme qui est peut-être un petit peu plus variable en ce qui concerne le régime alimentaire et les nutritionnistes, peut-être que c'est plus variable dans d'autres aspects de la gestion. Et toute cette variabilité s'additionne, on a les résultats et ça finit par donner les défis qu'on voit présentement. Donc, la même chose pour les fermes qui sont très cohérentes dans leur façon de gérer les choses. Cette cohérence, ça peut être rentable. On a des situations où le régime offert n'est pas la même chose que ce que le nutritionniste a mis sur papier. J'encourage les producteurs à avoir ces conversations pour dire quel est le résultat en bout de ligne. Pourquoi est-ce que c'est le cas que sur papier, ce n'est pas la même chose qu'en réalité? Pourquoi est-ce qu'on dévie? Parce qu'en fin de compte,
On a des très bonnes informations, la bonne science, les bonnes informations sur les rations, sur l'alimentation animale. On sait ce que la vache devrait consommer pour optimiser la santé et la production de ces vaches. Et donc, on veut que nos producteurs tirent profit de ces informations autant que possible. Super, merci beaucoup. C'est des très bonnes informations pour s'assurer que les vaches soient prêtes pour le village, en fait. En gros, c'est ça. Pour m'assurer qu'Audrey est aussi disponible sur la ligne parce qu'Audrey avait une question aussi à poser à Trevor. Donc, Audrey va poser sa question à Trevor, puis Trevor va y répondre en anglais. OK. Dans le fond, ma question, c'est plus, c'était quoi les recommandations au niveau de vraiment la vache tarie pour le tarissement, en fait? C'est que, dans le fond, on a plusieurs programmes, il y a plusieurs personnes, plusieurs producteurs qui font des différentes choses, comme, mettons, comme un peu Tyler disait, qui arrête de traire la vache ou qui traite la vache une fois par jour, puis ensuite, 4 jours après, il a tari. Donc, c'est quoi la recommandation idéale pour le tarissement de la vache? Je vais juste sauter là-dedans en anglais très rapidement jusqu'à ce que la traduction de Trevor arrête et pour aider de traduire la question. Quelles sont les pratiques exemplaires par rapport au tarissement? Oui, j'ai compris. D'accord, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bon, c'est une bonne question. Alors, et peut-être que je vais commencer par dire que le tarissement adéquat, c'est de plus en plus une question, une préoccupation pour l'industrie laitière pour plusieurs raisons. D'abord, et on connaît ça depuis longtemps, c'est les vaches qui sont taries peut-être à cause d'une infection, une mamite peut-être, ou bon, évidemment, c'est problématique et c'est pour ça qu'on a mis en place des stratégies de tarissement différentes pour pouvoir minimiser ces risques ou pour guérir les infections chez ces vaches. Bon, non seulement on sait ça, mais on sait que les vaches qui sont en tarissement à des niveaux de production plus élevés, ces vaches-là vont peut-être acquérir des infections. Peut-être quand le tarissement est plus élevé et les vaches à risque vont rester à risque tout au long du tarissement jusqu'à la prochaine lactation. Au-delà de ça, les vaches qui sont taries avec des productions de lait plus élevées, on voit beaucoup d'inflammation chez ces vaches pendant cette période-là, surtout après le tarissement. Et donc, non seulement cette inflammation est quelque chose de physique que la vache sent, mais on a d'autres données probantes par rapport à la douleur chez ces vaches, ces infections, etc. Donc, ça nuit à la vache, mais même tout ce qui est peut-être physiologique chez la vache, il y a de plus en plus de données pour suggérer que cette inflammation n'est peut-être pas juste en place là, mais pendant la période de tarissement au complet jusqu'à la prochaine lactation de la vache. Et comme j'ai déjà suggéré, un des défis qu'on a avec les vaches en lactation plus élevée, c'est que, parce qu'on a énormément d'informations, évidemment, une vache et un veau, bon, on va avoir de l'information, mais quand il y a trop de cela, dans les dernières années dans la recherche, ça a été prouvé comme un problème pour les vaches de lait. Et donc, quand on a fait le tarissement, bon, on a une opportunité. Si les vaches sont à des faibles niveaux de production de lait, donc 20 kilos ou moins de production de lait au moment où on veut faire le tarissement, il y a moins de risques. Mais si on a des vaches qui sont à 30-35 kilos ou même plus que ça, au moment où les vaches ont besoin d'être taries, ben, à ce moment-là, c'est des grands facteurs de risque. Donc, il faut mettre en place des stratégies pour réduire la production de lait avant le tarissement et il faut faire ça probablement sur une période de 2-3 semaines à l'avance. Donc, les opportunités vont varier d'une ferme à une autre. Donc, si on fait une traite avec robot, c'est une opportunité. On a fait beaucoup de recherches qui suggèrent que oui, on peut ajuster les paramètres de traite. On peut baisser
les paramètres. On peut changer les paramètres avec le robot. La vache peut être une fois par jour sur une semaine avant le tarissement. On peut réduire également l'alimentation qu'on donne, qu'on met dans le robot. Donc, il y a une opportunité en or avec robot pour la traite. Et quand on a d'autres types, on peut mettre en œuvre des stratégies différentes également. Bon, là où ça devient difficile, c'est quand on a une salle de traite qui nécessite une séparation de la vache où elles vont seulement avoir une fois par jour le lait ou la traite où on doit avoir un enclos à part pour ces vaches-là. Et donc ça va varier d'une ferme à une autre en termes de ceux avec lesquels ils sont capables. Et donc l'enclos de ces vaches, parce que dans un monde idéal, on veut modifier la consommation de nutriments de ces vaches également. Et certaines personnes gèrent ça parce que tout simplement, ils mettent les vaches sur un régime alimentaire de tarissement ou peut-être c'est que des fourrages ou en tout cas, encore une fois, on permet à ces vaches de manger, encore une fois, de manger autant et de boire autant. L'eau, c'est super important pour ces vaches également, mais on limite la quantité maximale de nutriments consommés par la vache et ça va vraiment aider avec le tarissement. Et encore une fois, ces vaches produisent 30-35 litres et donc on veut les baisser de 5 à 10 litres de production de lait jusqu'au moment du tarissement de la vache. Merci beaucoup, Trevor, pour cette réponse très, très claire. Je crois que ça surligne toutes les possibilités de faire quelque chose pendant le tarissement. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on sait ce qu'on fait, qu'on se colle à ça et qu'on se concentre sur les détails. Donc maintenant, je vais passer à Tyler et à Audrey par la suite. Mais avant, en français. Donc, je vais juste donner une petite pause pour donner la chance à nos traducteurs de se rattraper. On vous invite maintenant, on va faire un deuxième sondage. Donc, pour nos panélistes, faites juste laisser les réponses rentrer pour un petit instant. Donc, justement, on a quelques petites questions pour vous, là, pour nos participants. Danick, si tu veux mettre celle-ci à l'écran ou activer le sondage. Donc, premièrement, on veut savoir, vous, chez vous, comment est-ce que vos vaches taries sont groupées? On veut aussi savoir, c'est quoi les observations chez vous que vous faites pour évaluer la performance de votre programme de vache tarie? On sait que Tyler a mentionné que lui utilise des colliers de rumination. Est-ce que vous avez d'autres façons, vous, de mesurer votre progrès, le succès de votre programme de transition? Puis finalement, c'est quoi les améliorations que vous avez faites ou que vous désirez implémenter pour vos vaches taries? On vous pose ces questions-là parce que mes prochaines questions à Audrey et Tyler, ça va vraiment être axé sur des succès ou des idées, des solutions qu'ils ont trouvées, eux, dans leur ferme. Puis, eux, de quoi ils sont fiers. Puis, s'il y avait à refaire les changements qu'ils ont faits, ce serait quoi des choses qui changeraient? Donc, on voit qu'il y a quelques petites réponses qui rentrent ici. Ça va aussi nous aider quand on va arriver justement là, à la période de conclusion. Puis permettre à Trevor, à Tyler et à Audrey de justement avoir une meilleure idée de qui se trouve avec nous, vos défis possibles, vos motivations. On va espérer que ça vous inspire aussi ce que Tyler et Audrey ont à partager avec vous. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens là, dans notre groupe qui font une séparation entre les vaches taries et les préparations au village. C'est une question qu'on pourrait aussi possiblement adresser là, pour nos gens qui ont toutes leurs vaches dans un même groupe. Comment est-ce qu'on gère ça? Puis on voit quand même une belle séparation de gens qui utilisent tout plein de données pour évaluer leur programme. Donc ici, on a quand même 37 réponses. Donc merci à vous qui ont pris le temps de répondre. Ce serait encore mieux si on avait tous la chance de se rencontrer en personne puis d'entendre ce que vous avez à partager. Mais pour l'instant, ben, on n'a plus beaucoup de temps ensemble. Il nous reste plus ou moins 20 minutes ensemble, 30 minutes. Donc, je vais repasser à Audrey. Audrey, ma question pour toi est en deux temps. La première, c'est justement, c'est quoi les changements que tu as faits à ta ferme dont tu es le plus fier, justement, là, pertinent à ton programme de tarissement? Je vais un petit peu euh, casser le punch, là, si tu veux, en partageant quelques images pour que nos gens puissent voir ici. Puis, si tu avais à refaire quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Donc, si tu peux nous partager ça, là, plus ou moins en 2-3 minutes, ce serait super. Oui, ben dans le fond, je pense que dernièrement, en 2024,
nous, on a ajouté un robot, donc on est complètement robot depuis 2024. On avait déjà 2 robots et une salle de traite depuis 2019, donc on était dans les deux gestions. Puis je pense que ce qui est un petit peu anormal, je dirais, dans la plupart des productions laitières, c'est que nous, au lieu de miser à essayer de bâtir pour faire de la place pour nos animaux, ben en fait, on a diminué un peu notre troupeau laitier pour faire de la place pour nos vaches taries et nos préparations vêlage. Donc, nous, on avait 200 vaches en lait, on a diminué des vaches en lait, puis on a libéré un groupe complet, dans le fond, pour loger nos vaches taries. Puis ensuite, toute la salle de traite, on a démoli. Puis, on a rénové pour faire des parcs de préparation vêlage. Depuis notre changement, juste en 2024, on a augmenté notre quantité de lait d'au moins 2 kilos par vache. Puis j'estime qu'en 2025, on va encore monter de 2 kilos. Euh, pour le moment, c'est ça qui se passe. Euh, c'est sûr que aussi, en ayant plus les vaches dans un dôme à l'extérieur, où les vaches qui veillaient devaient être entrées dans les bâtiments, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de stress sur les vaches au moment du tarissement, au moment du veillage, qui est des moments où tu veux pas en avoir. Donc, je pense que le changement qu'on a fait va être très bénéfique pour notre troupeau. Puis, dans le fond, on voit déjà la répercussion positive. On voit déjà au niveau de la gestion beaucoup moins de mouvement des vaches euh, qui est beaucoup relié, euh, dans le fond, au stress, au défi en taxement. Oui, c'est super, des gros changements que vous avez faits, puis c'est beau de voir que vous avez vraiment innové, puis vous avez utilisé ce qui était déjà disponible là pour améliorer votre façon de faire. Je pense que c'est un bel exemple qu'on n'a pas besoin de recommencer en nouveau pour réussir à atteindre nos objectifs. So I'm now going to switch to English and pass it over to Je vais maintenant passer à l'anglais et donner la parole à Tyler. La question, elle est semblable, Tyler. Donc, qu'est-ce qu'un grand changement que vous avez apporté, un changement d'approche dans les dernières années, qui a eu un grand impact et les changements et les résultats que vous avez observés suite à ça? Je sais que vous avez beaucoup de passion par rapport à la période de transition, la période de tarissement dans cet appel. Donc, on va essayer de se limiter à 5 minutes. Comme ça, on peut garder les 15 dernières minutes pour les questions-réponses. Mais donc, Tyler, c'est à vous. Je vous invite à répondre. Là, on a quelques photos. Les gens n'ont probablement pas l'occasion de vous visiter sur l'île du Prince-Édouard. Donc, voici quelques photos. Oui, c'est ça. Donc, les choses qu'on a déjà fait dans les dernières années, c'est que, bon, on commence par un programme, on pense que ça va bien, et ensuite, quand la production change, il faut commencer à modifier notre approche. On a commencé par utiliser la ration anionique. Ça nous a aidé. Si on a une fièvre chez une vache, c'est un traitement rapide. Et donc, ça, c'était une chose. C'est pour ça qu'on utilise les rations anioniques. Donc, dans les tables également, vous voyez qu'on a les vaches taries d'un côté. Avec les rations anioniques, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir tous les changements. On parlait de consommation de la matière sèche. Oui, on regarde ça de près, mais la clé du programme, c'est de s'assurer que les vaches consomment tout ce qu'on met, surtout dans les rations anioniques. Donc, si vous nourrissez pour des refuges, vous allez avoir des problèmes. Nous devons s'assurer qu'ils consomment tout ce qui est là. Et donc, si on fait ça, on a très peu d'enjeux. Si on alimente pour un refus de 5 ça, c'est autre chose. Et donc, les colliers de rumination, on utilise ça également. On teste les briques, on enregistre les 3 premières traites, les poids de traite des 3 premières traites de la vache pour chaque vache. Et on a augmenté l'énergie dans les rations de matière sèche pour que ça s'approche
de nos rations de lait comme ça, il n'y a pas un gros changement ou autant un gros changement. Ça fait partie des choses qu'on a déjà fait. Et sur une note personnelle, donc parfois, on parle de nutrition et de programme et on se perd parfois, ça devient trop compliqué. Et donc, on est revenu à quelque chose de très simple. L'apport de matières sèches, des petites modifications. On travaille avec les nutritionnistes et avec nos données et ça fait une grosse différence. Je ne pense pas que les choses doivent être compliquées. C'est juste que les vaches doivent obtenir les bons rations. Utilisez vos installations. L'espace, c'est bon. Quand vous avez plus d'espace, c'est encore mieux. Mais n'ayez pas peur d'apporter des changements dans votre propre étable et de vous lancer des défis. On avait une période de temps où on était à 250 kg et on nous a dit, ah, c'est tout ce que l'étable peut produire. Et maintenant, on a prouvé que ça peut prouver le double dans la même installation. Donc, regardez vos objectifs. Nos objectifs, c'est le gras et la protéine maintenant. Et on a un gras de plus de 5 à chaque année pendant l'année au complet. Et donc, je vous suggère d'avoir des objectifs et après, vous allez devoir évaluer les choses. Et n'ayez pas peur d'apprendre de vos erreurs. C'est à peu près tout. D'accord, super. Merci, Tyler, et merci de partager et de réfléchir, de partager vos réflexions. Il nous reste seulement 15 minutes ensemble. Et donc, on a beaucoup plus de questions qu'on avait pour Tyler, pour Trevor, pour Audrey. On avait d'autres questions, mais en fait, on va aller directement à la période questions-réponses. Donc, je vais passer en traduction. Donc, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore fait, si vous avez des questions, on vous invite à les partager dans le clavardage pour qu'Audrey, Tyler et Trevor puissent y répondre dans le dernier 15 minutes de notre webinaire et de notre moment ensemble. I'm going to go back and start with a question from Trevor. Je reviens avec une question de Trevor, enfin pour Trevor plutôt, parce que c'est une question du public qu'on a reçue pendant que Tyler parlait de son programme de tarissement. Et donc ça, c'est brièvement, c'est quoi ces rations ou c'est quoi ces rations anioniques? Donc très brièvement, parce que je pense que c'est important pour le public de comprendre ce que Tyler fait avec son programme qui a marché. Oh, sorry. Pardon. So, yeah, the question's just around Bon, that. la question porte là-dessus. Donc, l'idée derrière la ration anionique, c'est que l'objectif, en fin de compte, c'est de créer une acidose métabolique chez les vaches. Et ce que ça fait dans une vache tarie, lorsqu'elle s'approche du village, c'est que ça aide à mobiliser le calcium de l'os. Donc, au moment du village, quand le calcium est nécessaire pour la vache et elle ne peut pas tout aller chercher le calcium de ses aliments, elle sera prête à se mobiliser et à mobiliser le calcium de sa structure physique, de ses os. Et donc, ces rations anioniques aident avec ça. On peut créer un petit peu, on peut avoir des anioniques un peu négatifs, donc un régime de rations anioniques négatives par formulation en minimisant les cas anioniques dans le régime. Si vous pensez au calcium, tout ce qui est positif et tout le reste en proportion plus élevée, donc les chlores et les soufres, par exemple. Et puis, typiquement, donc, on fait ça par le biais des suppléments disponibles. Donc, on parle de suppléments anioniques et il y a toute une variété sur le marché. Typiquement, ça inclut des formes différentes de chlore pour pouvoir augmenter cette concentration anionique négative dans le régime. Excellent, merci beaucoup. Bon, je sais que beaucoup de gens dans la boîte de clavardage ont des questions à ce sujet-là, donc merci beaucoup. Et donc, oui, allez-y, Trevor. Oui, c'est ça. Une autre chose que je vais ajouter, c'est qu'on a besoin d'assurer que ces vaches soient adéquatement acidifiées. Donc, une des choses en gestion qu'on a, c'est de regarder le pH des vaches périodiquement sur la ferme pour assurer qu'on est dans la bonne zone en tant que telle, en termes de niveau d'acidification qu'on a sur ces vaches. Absolument, ça pourrait être un sujet d'un webinaire en soi. J'apprends beaucoup moi-même à ce sujet. Il y a quelqu'un dans Clavardoire qui nous demande s'il y a des gens qui
vous recommanderiez s'ils ont d'autres questions en la matière, alors que ce soit maintenant dans le clavardoir ou après, on fera un courriel de suivi. On veut vous assurer que cette question-là est notée. Et aussi, une autre question importante qui a été soulevée, qu'on voit dans le clavardoir, encore une fois, est pour vous, Trevor. Alors, il y a beaucoup, vous savez, de limites parfois en ce qui a trait à gérer les vaches en un seul groupe. Alors, quelles sont certaines considérations possibles lorsque vous avez seulement un groupe, un troupeau, vous assurez que les besoins alimentaires tant de vos vaches taries et des vaches de plus près aussi soient prêtes? Alors, je sais que la question est un peu lourde, mais vous savez, je me demande quelle est la différence entre les besoins alimentaires de divers vaches. Quelqu'un l'a demandé, comment vous gérez, par exemple, les vaches? Alors, on n'a peut-être pas le temps d'aborder toutes ces questions-là aujourd'hui. Et sinon, bien sûr, on peut vous guider vers les bonnes directions, faute de temps, mais au moins, vous savez, pour que les gens commencent à penser à ces réponses. Ce serait génial. Oui, d'accord. Et vous savez, tout compte fait, nous reconnaissons il y a différentes exigences alimentaires entre, par exemple, animaux en première lactation. Ces animaux, par exemple, les génisses, vous savez, peuvent profiter, vous savez, de stratégies de gestion du calcium plutôt que les vaches de première lactation. Alors, ce n'est pas aussi important. Alors que ces animaux aussi, ils sont en pleine croissance. Alors, ils ont différents niveaux d'énergie, différentes exigences protéinées. Nos défis, c'est que juste du point de vue de la gestion, basé sur la taille de la ferme et les regroupements, de pouvoir avoir différentes rations et avoir assez d'animaux dans un groupe pour garder des bonnes rations avec un bon mélange. Parfois, vous savez, c'est la taille de nos wagons là, pour mélanger les rations. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, une livraison quotidienne de ces vaches, il y a des limites à ce qu'on peut livrer à l'heure parfois. Donc, il y a un seul régime qu'on offre et on doit vivre selon ces limites. Et j'encourage toujours les producteurs de travailler avec vos nutritionnistes à savoir ce qui est optimal comme alimentation pour revenir à votre question en ce qui a trait, oui, les filles, oui, lorsqu'on alimente tout le monde dans un groupe, oui, non seulement, admettons, les animaux de première lactation et les animaux plus vieux, il y a des différences, mais bien sûr aussi les animaux qui sont plus loin, plus près, vous savez, il y a des différences. Et encore une fois, si on a de l'espace, si on a l'occasion d'alimentation pour faire deux différentes, par exemple, alimentation pour les vaches plus près, plus loin, je recommanderais cela. Et on pourrait aussi utiliser différentes stratégies pour gérer l'énergie et la consommation énergétique de ces animaux et aussi les stratégies de la consommation de calcium. Mais lorsqu'on n'a pas cette occasion, et dans certaines fermes, vous savez, qui sont plus petites, surtout, on est peut-être mieux de les gérer comme un seul troupeau, un seul groupe. Et dans ces cas-là, les mêmes principes s'appliquent. On doit s'assurer, encore une fois, qu'on fait la promotion d'une bonne consommation pour toutes les vaches avec ce qui était. On ne veut pas les suralimenter non plus, ces vaches, en termes d'aliments, alors qu'ils soient surconditionnés. On doit aussi être prudent dans ce cas-là aussi de période de tarissement. Surtout si c'est un groupe, on n'a pas besoin de longues périodes de tarissement chez les vaches. Il y en a qui, ça revient à gestion de la reproduction de ces vaches ou lactation précédente et aussi le moment opportun pour le tarissement. Et oui, pour s'assurer encore une fois que ces vaches suivent ces régimes pendant une bonne période de temps. Excellent. Je sais qu'il y avait bien des questions que nous avons reçues maintenant. Je vais passer à Audrey. Je vais changer en français. Audrey, une des questions qu'on avait pour toi aussi, c'est s'il y a d'autres gens sur notre appel qui considèrent faire des rénovations semblables-tiennes, c'est quoi des considérations clés, soit que tu as tenues en tête quand tu faisais la rénovation ou des choses que tu as appris puis que tu aimerais partager comme conseil à nos producteurs ou à nos conseillers qui pourraient être sur le webinaire d'aujourd'hui? Ben, c'est sûr que nous, c'était pas je te dirais, c'était pas une nouvelle installation, donc on avait quand même des limites d'espace, on avait un peu des défis au niveau de
du placement de la salle robot par rapport à toutes les distances qu'on voulait. Donc, c'est sûr que, nous, je pense qu'on a vraiment bien fait. Ce qui manque un peu, c'est plus au niveau de la mangeoire. L'espace mangeoire est suffisant. C'est juste qu'elle n'est pas suffisante quand tu es en overcrowd, quand tu as trop d'animaux. Fait que dans ce cas-là, un peu comme Trevor disait, ben, on a un peu des répercussions sur la consommation des animaux. Donc nous, pour le moment, notre gros défi, c'est qu'en préparation au village, vu qu'on a rénové notre salle de traite puis qu'on a mis des parcs de village, ben ça a été vraiment bien. Puis on a quand même aménagé ça d'une très belle façon, mais il n'y a pas suffisamment de place. Comme il faudrait le double de qu'est-ce qu'on a en présentement pour vraiment avoir de l'espace pour les animaux suffisamment. Donc, je pense qu'il faut prendre en considération qu'il n'y a jamais assez d'espace. Merci beaucoup, Audrey. I'm going to switch back to English for just one last question. À l'anglais pour une dernière question. Et aussi, avez-vous des idées, avez-vous des mots de la fin, des choses que nous avons abordées ou des questions, recommandations que vous avez pour les producteurs qui sont peut-être sur l'appel? Je sais que nous avons parlé beaucoup de gérer, c'est le programme de vache-tarie en termes d'alimentation, comment vous faites les choses sur votre ferme. Est-ce que vous avez des mots de clôture que vous voulez partager avec l'auditoire avant de lever la séance? Sure, it's just we all talked about it. I think oui, on en a tous parlé. Je pense que c'est la consommation de matières sèches et surveiller ses vaches, des petites choses à gauche et à droite. On modifie des choses au besoin, puis quand quelque chose ne fonctionne pas bien, il ne faut pas avoir peur de regarder à notre programme. Et parfois, je sais que dans notre cas, nous, comme producteurs, on fait l'erreur. Bon, on essaie un programme et ça ne fonctionne pas, il faut essayer un autre programme. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander les gens s'ils peuvent vous aider, essayer d'autres choses, parler aux producteurs généralement. Ils ont déjà vécu des choses, ils ont appris quelque chose, ils vont partager ça avec vous et vous allez pouvoir partager ensemble et ça va être à votre avantage tous et toutes. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est la fin de notre webinaire d'aujourd'hui et je veux juste vous dire merci à nos 3 panélistes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous invite, si vous êtes encore là, je vous invite à les remercier dans la boîte de clavardage ou bien vous pouvez cliquer sur « Réagir ». Avant de quitter pour aujourd'hui et que vous avancez avec ces recommandations et ces commentaires, prenez quelques minutes. Scannez le code QR que vous voyez à l'écran pour pouvoir nous aider à nous améliorer. On va également envoyer ça avec les notes de webinaire. On va faire des enregistrements, des matériaux et je veux juste vous rappeler que c'est absolument possible de concevoir d'un programme de vache-tarie un programme qui vous aide. Aujourd'hui était juste une possibilité, enfin un exemple de toutes les considérations pour que vous puissiez y penser. Je sais que vous êtes tous vous êtes tous entourés de vos conseillers, les vétérinaires, les nutritionnistes, les agronomes. Vous êtes entourés. N'oubliez pas de garder vos vaches en confort pour minimiser les complications par la suite avec un peu de chance. Et encore là, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on veut s'assurer qu'on réduise les stress non seulement sur les vaches, mais sur nous également. En dernier lieu, par rapport à notre pôle laitier canadien, on continue à développer du nouveau contenu pour vous. Donc, je vous laisse la diapo accrochée à l'écran si vous êtes intéressé. On a une page web qui évolue tout le temps et vous pouvez faire partie des envois de bulletins. On travaille fort pour vous envoyer des informations directes à votre boîte de courriel et j'espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous sur les médias sociaux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, que ce soit pour Trevor, Tyler, Audrey, envoyez-nous un courriel, ktt
ktt@commerciallactanet.ca. Et on va certainement transmettre les infos. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. À la prochaine.